voudrais aborder, en ce lundi 26 janvier 2015, la question de la monarchie et du pouvoir dictatorial. Je suis en train de lire un livre très intéressant sur ce sujet qui s'appelle « La France, la nation, la guerre, 1850-1920 » de Jean-Jacques Becker et de Stéphane Audouin-Bouzeau, où on parle justement des différentes conceptions du pouvoir qui ont fait l'objet d'un débat entre 1850 et 1920, notamment après 1870. Période que j'ai bien connue, que je connais bien, puisque c'est l'époque de Henri V et du prophétisme qui est autour de ce personnage qui s'appelle aussi le comte de Chambord. Et donc je parle de ma thèse d'État que j'ai soutenue réellement. Je plaisante en disant que certaines personnes se targuent de titres qu'ils n'ont pas. Et donc, je dirais, j'ai dit l'autre jour que je croyais qu'au fond que Israël aurait pu devenir une monarchie. Il est peut-être dommage qu'en 1967, après la guerre des 6 jours, il n'y ait pas eu un coup d'État avec un Moshe Dayan, par exemple, qui prendrait le pouvoir de façon un peu bonapartiste. Peut-être que, auréolé d'ailleurs de sa gloire de la guerre des 6 jours, si tant est que ce soit lui qui en soit connu bien. En tout cas, il avait une aura assez extraordinaire. Ce général Borgne, qui était blessé d'ailleurs pendant la guerre en Égypte, je crois. Et il me semble que, je vais employer une expression qui va résumer ma pensée. Il n'y a pas d'empire sans empereur. Et qu'est-ce que c'est qu'un empire? J'ai beaucoup réfléchi sur la notion d'empire très jeune. Ces ensembles qui parfois se constituent, parfois se disloquent, ont marqué notamment ma pensée astrologique. On le voit déjà très bien dans Clé pour l'astrologie que j'ai publié en 1976, quand j'avais 28 ans. Et il me semble qu'à partir du moment où on a à gérer des populations très diverses, on pense notamment à l'Autriche-Hongrie, on pense notamment à l'Empire ottoman, on pense même quelque part à l'Allemagne, dès qu'il s'agit de fédérer une grande diversité de populations, il faut un pouvoir fort. C'est ce qui justifie d'ailleurs la création du Reich allemand en 1870. Parce que l'Allemagne n'était pas unifiée comme l'était la France. La France, d'une certaine manière, n'avait pas besoin d'une monarchie, parce qu'elle était suffisamment unie quelque part. Elle en a eu besoin à une certaine époque, mais il faut reconnaître que la chute de la monarchie, l'abandon de la monarchie, était probablement le fait d'une France très unie comparée à celle de l'Allemagne. Et c'est intéressant cette espèce de choc en 1870 entre la France, effectivement qui était impériale sous Napoléon III, mais qui n'avait pas réellement besoin de l'être, et l'Allemagne qui avait vraiment besoin d'avoir une monarchie et un empire. Même si sa population était essentiellement allemande, germanophone, à l'exception de l'Autriche-Hongrie, mais c'était une population qui avait quand même un très grand passé de diversité, d'entités séparées. Le cas des États-Unis est intéressant aussi. On a un pouvoir présidentiel fort aux États-Unis, qui ne dépend pas d'ailleurs des élections, qui parle des élections au Sénat ou à la Chambre des représentants. Et ça s'explique parce que les États-Unis, c'est une fédération, avec des États extrêmement indépendants, sur pas mal de plans, qui ont leur propre parlement d'ailleurs. Donc là encore, ça se justifie. Dans le cas de l'Angleterre, ça se justifie aussi parce que
nous avons un Royaume-Uni, et le mot uni veut bien dire ce qu'il veut dire, comme les États-Unis, quand on parle d'unité, c'est qu'il n'y a pas unité, justement. C'est qu'on veut l'unité. L'unité allemande, l'unité américaine, États-Unis, et l'unité anglaise, Royaume-Uni. Royaume-Uni, pourquoi? Parce qu'il y a l'Angleterre, mais il y a l'Écosse, il y a le Pays de Galles, il y a l'Irlande. Voilà. Donc encore une fois, monarchie. Donc ma thèse, je ne sais pas ce qu'elle vaut, enfin moi j'ai fait un peu de droit et de sciences politiques, sans terminer mes études sur ce point d'ailleurs, mais ma thèse c'est qu'effectivement, la monarchie, l'empire, ne font vraiment sens que dans le cadre d'un ensemble hétérogène et hétéroclite. Bon, il est clair qu'à partir du moment où la France devenait coloniale, quelque part, la notion d'empire reprenait son sens. Effectivement, on peut dire cela, et à ce moment-là, en effet, paradoxalement d'ailleurs, la Constitution de 58 est constituée alors même que la France est en train de perdre l'Algérie, mais elle ne l'a pas perdue encore en 58. On ne sait pas si elle va la perdre. Et donc la Constitution de 58 est fondée sur la problématique algérienne en réalité. Pour le moment où l'Algérie disparaît, il n'y a plus aucune raison de renforcer le pouvoir du président, et c'est exactement le contraire qui se produit. Enfin, c'est exactement le contraire. La même année où l'Algérie est perdue, on vote un amendement à la Constitution selon lequel le président de la République sera désormais, parce qu'il n'avait pas été en 58, désormais élu au suffrage universel. C'est un petit peu décalé, il y a un problème. Revenons à Israël. Israël, jusqu'en 67, on peut dire qu'il a une population relativement homogène, mais ce n'est même pas déjà totalement le cas. Il y a déjà toute une population arabo-musulmane qui est en Israël, notamment en Galilée, et qui est restée, alors que le plan de partition de l'ONU laissait plutôt entendre, enfin on pourrait le lire de diverses manières, mais plus entendre des échanges de population comme c'était la pratique en Inde, avec le Pakistan, en Irlande, et l'Ulster. Et donc les Anglais, dans les trois cas, étaient favorables à cette formule. Et on rappellera les échanges de population entre les Turcs et les Grecs. Notamment avec le cas de Salonique, qui est de Turc et devenu grec. Avec les effets que ça a eu sur les populations juives notamment. Et donc, au lendemain de la guerre des 6 jours, les choses deviennent pour Israël encore beaucoup plus compliquées qu'en 1948. Déjà, une minorité arabe existe. C'était le moment de changer, de trouver une constitution. Parce que l'Israël ne s'est jamais doté d'une telle constitution pour des raisons, je crois, qui sont liées à la religion, au pouvoir religieux, au pouvoir des partis religieux. On est resté dans une forme un petit peu comme ça, intermédiaire de loi constitutionnelle. Enfin, je ne sais pas exactement comment il s'appelle ça, je me souviens plus. Bien que j'ai fait des sciences politiques en Israël, notamment avec David Lazar. Et en 68, 69. Et donc, à partir du moment où on a une population extrêmement double, extrêmement duelle, et même peut-être même plus que ça, il y a aussi les Druzes, etc., et puis il y a les chrétiens. La diversité même de cet État agrandi à la Cisjordanie, qui était potentiellement, en tout cas agrandi, de facto, aurait justifié la mise en place d'un pouvoir fort, et peut-être même d'une monarchie, même d'un empire, dans la ligne de David et de Salomon. Et là, on voit à quel point la solution monarchique est intéressante quand elle échappe au soubresaut des élections locales. Et c'est le cas d'Obama aujourd'hui. Obama a un Sénat et une Chambre des représentants majoritairement républicains, alors que lui, il est démocrate, il n'a pas quitté le pouvoir pour autant. Donc ça calme le jeu. Effectivement, on est trop sensible, trop dépendant des agencements des partis, et Israël
et a été très longtemps victime de cette cuisine des partis politiques, notamment des petits partis qui ont imposé des conditions exorbitantes aux partis dominants, et notamment, je pense, les conditions exigées par les partis religieux, qui étaient finalement faiblement constitués, et notamment à cause du régime du scrutin proportionnel, qui était une exigence, notamment des religieux, pour qu'ils puissent avoir une représentation au Parlement, à la Knesset. Donc, moi, j'ai toujours pensé, et c'est quand même, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas d'empire sans empereur, en tout cas sans un monarque très puissant, et ce n'est pas vraiment le cas de la constitution israélienne, ni de la pratique politique israélienne, qui reste encore, je crois qu'il y a eu une tentative à un moment donné de faire élire le président du Conseil, Rosh Memchala, au suffrage universel, mais enfin, je crois qu'on n'en est plus là maintenant. On a de nouveau des élections avec un chef de parti à l'anglaise qui devient Premier ministre. Et le Premier ministre, le chef du parti le plus puissant, c'est ce qui s'est passé quand Tzipi Livni a perdu le pouvoir au profit de... Enfin, en tout cas, elle a laissé le pouvoir à Netanyahou dans des conditions d'ailleurs assez troubles. Passons. Et je crois que l'idée d'une monarchie, ou d'une dictature d'ailleurs, une dictature héréditaire éventuellement, comme c'était prévu, ça a été le cas en Syrie, et comme c'était prévu éventuellement en Égypte, et ailleurs peut-être, une dictature familiale, je ne sais pas, mais tout cela aurait calmé le jeu parce que on aurait pu laisser plus facilement l'expression démocratique aux minorités, aux Arabes, sans avoir la peur que, pour des raisons démographiques, cela remette en question le pouvoir central. L'Israël est typiquement, selon moi, un État qui avait vocation, et surtout après 67, à être une monarchie, à être un royaume, ou quelque chose d'apparenté. C'est évident. Il ne pouvait gérer correctement les choses que dans ces conditions. Tout comme la France, la 4e République notamment, aurait dû aussi, et De Gaulle de ce côté-là avait raison, aurait dû aussi se doter d'un pouvoir politique fort. Parce que la France en 1946, elle émerge miraculeusement de la guerre en tout bien tout honneur, elle a un statut au Conseil de sécurité, etc. Elle a sa place dans l'occupation par les alliés de l'Allemagne, etc. Mais elle a aussi un empire colonial considérable. Et si elle avait, à ce moment-là, comme De Gaulle le souhaitait, si la Constitution de la 5e République avait été établie globalement dans les grandes lignes dès 1946, 45-46, c'est en 1946 que la 4e République est entérinée, après un échec, je crois, et eh bien, les problèmes coloniaux auraient pris une autre dimension. La France aurait réellement été impériale, et elle aurait probablement pu laisser plus facilement les Algériens acquérir un statut à part entière au Parlement, et je ne parle pas aussi des autres pays. Mais le fait qu'elle ait gardé ce régime politique faible, qui est typiquement celui de la 4e République, il faut dire les choses comme ça, l'a empêché de procéder ainsi. Donc voilà, nous avons des exemples, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée de Gaulle et la Constitution de 58, elle arrive trop tard. À ce propos, je terminerai là-dessus, en lisant toujours cet petit ouvrage, on a un phénomène très intéressant entre 1870 et 1956. Petite parenthèse, 1870-75, la France développe sa politique coloniale, déjà amorcée en 1830 avec l'Algérie, mais beaucoup plus, de façon considérable. Et en 1956, l'affaire de Suez ramène la France vers l'Europe. C'est-à-dire la France quitte l'Europe quelque part, enfin se désinvestit de l'Europe avec le choc de 1870 pour aller vers les colonies, la colonisation,
Et 86 ans plus tard, les échecs qu'elle rencontre au niveau colonial, l'expédition de Suez, mais pas seulement, la conduisent à se réinvestir en Europe. Tout ça, ça s'est joué, donc là, cette phase-là se joue sur moins d'un siècle. Voilà ce que je voulais vous dire aussi, parce que justement, la question de la colonisation est directement liée à la question de l'Empire. Si Napoléon a créé un empire, c'est aussi pour cette raison, parce qu'effectivement, il englobait un nombre de pays de plus en plus important. C'est ça l'empire, c'est pas la France qui est l'empire, c'est le processus d'expansion. Eh bien, le processus d'expansion de 1800 de Napoléon Ier, il est comparable au processus d'expansion de la Troisième République en matière de colonisation, sauf qu'on n'est pas en train de coloniser l'Europe, on colonise l'Afrique. Bon. Et puis l'Indochine aussi, bien entendu.